Je me suis tapé un voyage solo en voiture dans les provinces maritimes, moins Terre-Neuve, pour célébrer la liberté de ma récente retraite. Je suis partie de chez nous avec ma sœur et mon beau-frère qui feront avec moi seulement le premier segment, c'est-à-dire d'Ottawa à Drummondville. À Drummondville, le but c'était de visiter le village québécois d'antan. Malheureusement, on a appris que c'était fermé, même la fin de semaine le 31 mai. En 2025, ils ouvrent seulement le 25 juin. Bien déçu. J'aurais pu partir plus tard, mais je voulais éviter la chaleur écrasante du début de l'été, ainsi que l'achalandage saisonnier une fois l'école terminée. Nous sommes arrivés en temps pour dîner au buffet des continents. C'était correct. Ensuite, nous nous sommes dirigés au moulin à laine d'Olverton. Eux autres y étaient ouverts. C'est un site historique pré-industriel de transformation de la laine en estrie. Très intéressant. Notre guide est un passionné de l'histoire et nous a même servi en anglais pour mon beau-frère. Nous trois avons eu une visite guidée et personnalisée de plus de 2 heures. Il pleuvait et le musée n'était pas très occupé. On nous a fait la démonstration de plusieurs étapes du traitement de la laine. On nous a décrit le patrimoine de l'usine, de ses propriétaires et de la fermeture lorsque les grandes villes offraient l'électricité aux usines modernisées et celle-ci devenait beaucoup plus accessible pour la clientèle. Nous avons fini notre visite à la boutique. J'ai encouragé des artisans locaux en me procurant 3 paires de bas de laine Mérino et un joli tapis tissé. Je suis éventuellement allée reconduire ma petite sœur et mon beau-frère à la gare de Drummondville qui, contrairement à ce qu'indiquait le site web de Via Rail, comprend un édifice avec une salle d'attente en bonne et due forme ainsi que des salles de bain. On pensait peut-être avoir à attendre le train debout dans le champ à la pluie battante, sans signal cellulaire, les doigts croisés en espérant que le train passe pas tout droit. Via, vous pourriez peut-être clarifier ça sur votre site web pour la gare de Drummondville. Pardonnez-moi cette séquence vidéo, c'est un fragment de jeunesse qui persiste, c'est-à-dire la fascination des trains. Le lendemain, j'ai rempli mon auto d'essence et je me suis dirigée vers Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Il y a plu tout le long. Quand je suis arrivée, je me suis stationnée rue Victoria et je suis sortie pour m'étirer et pour explorer cette ville 1 heure ou 2 à pied. J'ai pris le pont piétonnier Bernard-Valcourt qui enjambe la rivière Madawaska. Il pleuvait encore, mais pas trop fort, donc j'étais adéquatement protégée avec mon manteau et mon capuchon. J'ai marché un circuit que j'ai trouvé en ligne. Je suis allée jusqu'à la cathédrale de l'Immaculée Conception. J'ai lu à cet endroit ce qu'il y avait à lire sur Monseigneur William John Conway. C'était un être superbement intelligent et bon d'origine irlandaise. Sa biographie est disponible gratuitement en ligne si ça vous intéresse. Dans le parc, j'ai rencontré une famille de bernaches en promenade et je leur ai laissé l'espace, le calme et le respect qu'on leur doit.
J'ai ensuite regagné ma voiture et me suis dirigée à Grand Sault, Grand Falls en anglais, pour voir la gorge et les chutes qui y sont saisonnières. Il y avait possibilité que je sois trop tard dépendant de la saison. Je me suis donc rendue au centre de La Rochelle et j'étais prête à payer 10 $ pour aller voir ça, pour aider à l'entretien du parc et ainsi de suite. Mais c'était fermé, donc j'ai pas pu leur donner mon 10$. Il n'y avait pas de barrière et donc j'ai pu voir ça. Pendant la saison, les braves peuvent faire de la tyrolienne au-dessus de la gorge. J'ai dormi au Travel Lodge à Grand Sault. Le prix et le service étaient bons. La chambre était plutôt petite, mais c'est pas grave, ça a fait l'affaire. Petit déjeuner inclus. Je pouvais regarder YouTube sur la TV comme chez nous et c'était visiblement propre. Le lendemain matin, je me suis rendue à Fredericton. C'est la journée et la destination où il a finalement arrêté de pleuvoir. J'ai marché au centre-ville et j'ai pris le pont piétonnier Bill Thorpe qui traverse le fleuve Saint-Jean. Ce pont mesure 607 mètres de longueur et il est très occupé. Des mamans avec leurs enfants, des aînés, des jeunes, tous, me semblait-il, avec le sourire facile et joyeux d'être là en cette belle journée ensoleillée. Pour stationner à Fredericton, j'ai dû télécharger l'application qui s'appelle Hotspot pour mettre de l'argent dans le parcomètre. Au moins, il y avait moyen de faire ça sans charrier une valise pleine de pièces de monnaie. J'aurais aimé visiter le musée de la région de Fredericton, mais devinez quoi? C'était fermé. On est lundi, puis c'est pas ouvert le lundi avant la saison estivale de juillet et août. Eh bien, la prochaine fois peut-être. Je me suis ensuite dirigée vers Saint John, Nouveau-Brunswick, et c'est là où mon enthousiasme monte d'un cran parce que les effets de la marée me fascinent. J'aimerais vous indiquer sur une carte géographique l'emplacement du parc Fallsview et vous révéler le flot du fleuve Saint-Jean, parce que ça m'a pris un bout à comprendre ce qui se passait à cause de mon sens de l'orientation tout à fait défectueux. On voit clairement que même si la marée monte, l'eau coule dans la direction normale du fleuve, c'est-à-dire vers la mer, plus près de l'usine de pâte à papier Irving. Ça m'a bien mélangé de voir ça, ça m'a faussement convaincu que la mer se trouvait dans la direction opposée. Après plusieurs lectures, j'ai appris que le fond du fleuve est loin d'être plat, donc le flot ne peut pas toujours être uniforme. Si le niveau de l'eau était beaucoup plus bas, il y aurait des chutes ici. Et il semblerait que 15 000 ans passés, il y en a effectivement eu. Plus près de moi, le fleuve est beaucoup moins profond et on voit clairement l'eau qui monte de la baie de Fundy. Plus la marée monte, plus le flot du fleuve ralentit. L'hyperlapse présenté ici équivaut à 1 heure en temps réel. J'ai couché à l'hôtel Château Saint-John. Je me suis permis cette chambre d'hôtel plus luxueuse que les autres pendant mon voyage. J'ai dû commander une pizza de chez Vito pour souper parce qu'il n'y avait pas de restaurant dans l'hôtel. Et bien, le numéro de Vito y était programmé sur le téléphone de la chambre. Ah, c'était mangeable. Le lendemain, je suis retournée au parc Fallsview voir ce que le fleuve Saint-Jean a l'air quand la marée baisse. Voici le fleuve bien plein à cet endroit et voyez combien calme il est. On pourrait traverser en chaloupe. Faudrait faire vite par contre. En ce moment, le flot est très lent de la baie de Fundy vers l'intérieur. Eh bien, le flot va bientôt changer de direction. Voici la vague qui effectivement annonce le changement de direction. Et le fleuve, maintenant, se vide. Quelle chance d'avoir été témoin de ça et de l'avoir capté sur vidéo en plus. Je me suis ensuite dirigée vers Moncton pour arrêter au parc provincial de Hopewell Rocks. Il est superbe. Si vous passez dans le coin, faut pas manquer ça. Ceux qui le veulent peuvent payer la surcharge pour le transport jusqu'aux escaliers menant au fond marin. Il n'y a pas d'ascenseur au fond marin par contre.
J'ai marché et je peux déclarer par expérience que c'est bien plus facile de se rendre au Faux-Marin que d'en revenir. En revenant, le sentier monte et ça essouffle. Il y a des bancs pour se reposer aussi le long du sentier pour ceux qui en auraient besoin. Il y a au moins un guide sur le Faux-Marin pour répondre aux questions et assurer la sécurité en empêchant ceux qui auraient envie de grimper, j'imagine. Apportez-vous des bottes parce qu'il y a des endroits boueux, quoique j'ai pu facilement les éviter cette journée-là. On demande de ne pas glisser dans la boue pour protéger les mollusques et autres créatures de cet écosystème unique et fragile. Pour dîner, je me suis payé un croissant au homard frais dans le restaurant du parc. C'était délicieux. Le homard me semblait très frais, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui n'en mange pas souvent. Un sandwich qui valait son coût de 30$ en 20,25. J'ai logé au Travelodge Suites de Moncton. Plus tard la même journée, je suis allée au bord de la rivière Petit-Kodiak, au parc du Mascaret, situé au 10 cours Benview, au centre-ville de Moncton, pour observer un autre phénomène naturel relié à la marée montante de la baie de Fundy. Le Mascaret, en anglais Tidal Bore. Tous ceux qui y étaient ce jour-là l'ont aperçu au loin vers 16h42. Encore une fois, je suis arrivée juste en temps. Quel spectacle! Le lendemain matin, je suis retournée au parc provincial de Hopewell Rocks à l'heure de l'ouverture pour observer la marée un peu plus haute qu'hier. Tout ça avant de prendre la route pour Halifax. Vers 14h40, après avoir trouvé un espace de stationnement au centre-ville, je me plais à visiter le havre d'Halifax, qui comprend le port avec le musée de l'immigration qui était, devinez quoi, fermé cette journée-là. Et voici le port et le quai où les navires de croisière accostent. Le prochain est attendu dans 2 jours. Ici, l'ombre du lampadaire au sol prend la forme d'un ancre de navire. La vague est une sculpture interactive où tous sont encouragés à l'escalader. À la base repose un matelas de mousse circulaire pour protéger d'une chute possible. Dans mon temps, on tombait dans le sable et souvent, on se relevait avec du sable dans le nez. J'aurais aimé visiter ce bateau, mais qu'est-ce que vous pensez? Eh oui, c'était fermé. J'ai visité le musée maritime de l'Atlantique. L'horloge indiquait moins d'1 heure avant la fermeture, mais je suis quand même passée à travers. Il y avait quelques articles du Titanic, c'était surtout des copies, comme cette chaise longue qu'on pouvait essayer. Faut pas oublier l'histoire de l'explosion de 1917 à Halifax. Ce musée offre une exposition permanente afin de commémorer ce tragique événement.
Je me suis ensuite dirigée aux escaliers qui descendent dans l'océan Atlantique. Après y avoir pensé une dizaine de minutes, j'ai décidé d'enlever mes chaussures et d'y marcher la largeur des marches avec l'eau qui me couvrait les chevilles. Le 4 juin, l'eau était frette en titi. C'était presque douloureux. Je ne pense pas y être demeuré une pleine minute. Je suis quand même reconnaissante d'en avoir fait l'expérience. La journée tire à sa fin et je me dirige vers ma chambre d'hôtel Holiday Inn Express pour 2 nuits. Le lendemain, j'ai noté qu'on recommande en ligne de visiter Peggy's Cove tôt le matin avant l'arrivée d'autobus pleins de touristes. Donc, je m'y rends et j'arrive vers 8h50 et il y a à ce moment-là très peu d'achalandage. C'est tellement paisible. La marée basse et chaque structure sur mon chemin incite la prise d'un cliché. J'ai ensuite repris la route vers le cimetière Fairview Lawn de Halifax pour visiter les morts du Titanic et ceux de la grande explosion du 6 décembre 1917. Il n'y a pas vraiment de stationnement au cimetière et j'étais soulagée de conduire un petit véhicule. J'ai trouvé un endroit où mon auto ne bloquait pas le passage et je suis débarquée environ 45 minutes pour voir ce que je voulais voir. Il y a des enseignes, tout est clairement indiqué. Les voilà. Ceux dont leur nom était connu au moment de l'inhumation ont leur nom gravé sur le dessus de la pierre tombale avec le numéro du corps. Ceux dont l'identité a été découverte après l'inhumation ont leur nom gravé à l'avant de la pierre. Et plusieurs sont toujours inconnus comme la pierre de droite. Je tenais à visiter le monument des morts inconnus de l'explosion de 1917. Ensuite, je suis retournée au centre-ville pour visiter la citadelle. Faites pas comme moi puis montez en haut avec votre véhicule parce que vous allez devoir virer de bord. Le stationnement est en bas et il était bien plein. J'ai trouvé la parkade d'hier et j'ai monté à pied jusqu'à la citadelle. On peut facilement passer la journée ici, surtout ceux dont le patrimoine militaire les intéresse. Je suis ensuite redescendue plus près de l'eau. L'édifice dans cette photo a déjà servi de morgue pour les morts du Titanic et ceux de l'explosion de 1917. Le lendemain, je prends la route vers Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, en passant par le pont de la Confédération. Pour aller, ça coûte rien. C'est au retour qu'il faut débourser au poste de payage. Je me suis stationnée au 222 rue Queen et je suis partie prendre une grande marche. Le plus intéressant, c'était le bord de l'eau. Il y a des chalets à louer dans la marina, comme de raison, c'est pas permis de nager à cet endroit-là, mais je pense que c'est correct parce que je suis pas mal sûre que l'eau est pas mal trop froide de toute façon. Je suis allée dîner à ce resto et puis quand j'ai vu sur le napperon comment j'étais supposée manger un homard entier, j'ai laissé tomber et je me suis commandé une assiette de poisson frites. J'ai pas pu terminer l'énorme portion. Un peu plus loin, je tenais à voir le port de Charlottetown et les navires de croisière, il accoste ici. Toujours à Charlottetown, j'avais un billet pour la pièce musicale Anne and Gilbert, que j'ai bien aimé. Les acteurs étaient tous très talentueux, ainsi que les 3 musiciens accompagnateurs. Je le recommande à tous ceux qui aiment les pièces musicales. Et c'est ainsi que débute mon pèlerinage de presque tout ce qui est relié à Lucy Maud Montgomery et ses œuvres dont Anne au pignon vert, Anne of Green Gables. J'ai relu avant de partir, c'était bien, elle est juste un peu forte ses descriptions d'après moi. J'avais lu ça juste une fois en 7e année, je pense, pour le cours d'anglais. Et voici une interprétation de ce que la maison au pignon vert aurait pu avoir l'air. Lucie s'inspirait de son environnement, de maisons qu'elle visitait, des bois et des cours d'eau qu'elle fréquentait autour de chez elle, mais certains visiteurs, quand j'étais là, oubliaient que ce sont des œuvres fictives.
Et ainsi se termine ma visite de presque tout relié à nos pignons verts. L'île du Prince-Édouard est un territoire autochtone des Mi'kmaq. Pour terminer mes 4 jours sur l'île, je visite l'Est. À Percé, je suis arrivée tôt et j'ai passé du temps assise à écouter la mer. Je me suis ensuite procuré un billet pour prendre le bateau à l'île Bonaventure. M'en allais voir les fous de bassin en chair et en os.
On nous a recommandé de ne pas ouvrir la bouche en levant la tête pour les regarder en plein vol. J'ai pris le sentier des mousses pour me rendre en pensant qu'avec ce nom-là et étant le plus court, ce serait le plus facile à négocier. Pantoute. Je l'ai trouvé raide, le sentier des mousses. J'étais la seule sur ce sentier à part que j'ai rencontré un jeune couple qui s'en retournait. Pour le retour, j'ai pris le sentier Paget. Encore, il n'était pas beaucoup fréquenté et à un moment donné, j'ai rencontré un employé du parc en VTT. Il s'est arrêté pour m'annoncer que j'avais pas choisi la piste la plus facile. J'ai répondu qu'elle était bien moins pire que celle que j'avais prise en m'en allant. Ça l'a fait sourire, il a dû deviner de quel sentier je parlais. Enfin, j'ai trouvé les colonies. Ils sont très beaux ces oiseaux, mais à gang de même, ils sentent fort. Il y a des gens qui demeuraient sur l'île complètement hors réseau des services d'électricité, de téléphone et d'eau potable. On les appelle des insulaires et ils ont vécu sur l'île plus de 150 ans. Depuis 1962, l'île est déserte en hiver et depuis 1971, personne n'habite ici. Que c'est beau et plaisant de conduire sur l'autoroute en Gaspésie. Pas besoin de visiter l'Europe pour observer ces superbes panoramas des routes côtières. On a ça chez nous. Au réveil à Matane, je reprends la route directement vers Ottawa. J'ai laissé tomber le dernier segment planifié de mon voyage, qui était la ville de Québec. J'ai décidé de coucher dans mon lit ce soir-là et de revoir mon chat.